Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Exactement 8h sur les ondes de la chaîne Inter, dans le vif du sujet avec Anis Moraï tous les lundis, mercredis. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors Anis, encore et toujours, on va parler du projet de loi de finances 2017 et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'article 37 qui a suscité une polémique autour de cet article, donc concernant la levée du secret bancaire. Alors cet article a été débattu vendredi par la Commission des finances relevant de l'Assemblée des représentants du peuple et a été refusé par les élus des deux principaux partis au pouvoir, Nahda et Nidetounous. Tout à fait, Afef, oui, l'article a été débattu, comme vous venez de le dire, donc le vendredi dernier, et bien entendu, donc c'est un article qui a été refusé en commission de planification et de finances au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Les deux grands partis au pouvoir, Nida et Nahda, n'ont pas voté cet article-là. Et on va discuter tout à l'heure donc du pourquoi donc du fait de ne pas voter donc cet article. Alors. D'abord, si vous permettez, Anis, et puis on rappelle d'abord, avec nous interviendra en direct Monsieur Mohamed Salah Ayari, conseil fiscal et enseignant universitaire, pour nous parler de cette problématique de la levée du secret bancaire. Mais avant cela, je voudrais comprendre d'abord c'est quoi la levée du secret bancaire. Ça intéresse qui et pourquoi ça a suscité autant de polémiques? Alors, le secret bancaire, c'est quoi? Vous savez pertinemment que chacun de nous a des données personnelles qu'il faut donc protéger. Parmi ces données personnelles-là, il y a nos finances. Oui. J'imagine, Afef, que vous ne voulez pas que, par exemple, votre mari sache donc combien vous avez dans votre compte. Je ne sais pas, je présume. Bon, on va dire non. Voilà. Imaginons quelqu'un d'étranger. C'est pour cela que lorsque vous allez dans une banque et vous ramenez par exemple un compte bancaire et vous dites au banquier « Est-ce que vous pouvez me dire si cette personne est solvable et a de l'argent donc dans son compte ou non ?» va vous dire « Monsieur, je n'ai pas le droit de vous communiquer donc les données financières de cette personne-là. » C'est ça. Mais j'imagine que ça ne va pas se passer comme ça. Pas n'importe qui va à la banque pour justement, la question se pose par exemple par un créancier. Le créancier, avant de donner de l'argent donc à un débiteur, il va lui dire écoutez, je ne sais pas si vous avez de l'argent ou pas, je vais essayer de demander à votre banquier si vous avez de l'argent. Eh bien le banquier n'a pas le droit de communiquer justement ces données personnelles-là parce que c'est interdit par la loi. Ça, c'est le secret bancaire. Oui. Que toutes les institutions financières, de poste, les intermédiaires en bourse, tous ceux qui détiennent donc des informations confidentielles et personnelles sur les individus, donc en matière financière essentiellement, nous parlons du secret bancaire, ne doivent pas divulguer donc ce secret bancaire-là. Reste que, pour des considérations particulières, l'administration fiscale, qui essaye d'épingler les mauvais contribuables, a la possibilité de le faire. Mais bien entendu, nous avons toujours pensé que l'administration fiscale, avec des prérogatives très importantes, pourrait très bien abuser de sa position et essayer donc d'aller directement fouiner, voir donc ce qui se passe donc dans les comptes des contribuables. Or, elle a la possibilité, par ailleurs, de dénicher toutes ces informations par ses propres moyens et non pas aller directement aux banques ou aux intermédiaires de bourse ou à la poste et leur dire donc donnez-moi la situation donc financière du contribuable. Mais là, il y a aussi un autre problème, c'est que les ressources de l'État sont en train de se tarir de plus en plus. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Il y a beaucoup de fraude fiscale, il y a beaucoup de blanchiment d'argent aussi qui se fait moyennant le circuit formel. J'ai parlé donc du circuit organisé, ceux qui mettent de la banque et tout. On parle des professions libérales pour ne pas citer une corporation bien particulière, mais on parle essentiellement donc de ces professions libérales ou autres qui ne sont pas en train de payer leurs impôts. Et bien entendu, par exemple, l'administration fiscale va se dire X a un train de vie qui est très important, est en train de déclarer 10 000 dinars.
10 000 Oui. dinars ne favorise pas le fait que X donc dépense autant d'argent pour son train de vie. Et donc forcément, D'accord. il a d'autres revenus qu'il n'est pas en train de déclarer. Oui, Bon, non déclaré. voilà, non déclaré, eh ben je vais essayer de voir s'il a la possibilité donc d'avoir d'autres revenus qu'il n'a pas déclarés au fisc, ce qui contredit, donc ce qui transgresse une règle donc de droit. Alors, la question a été débattue depuis 2014. En 2014, avec la loi de finances complémentaire, eh ben, on a adopté le secret bancaire. On l'a impliqué, on l'a mis dans le dispositif, dans l'arsenal juridique tunisien, et l'administration fiscale pouvait, depuis 2014, donc aller directement dans les comptes. Mais bien entendu, il faut aussi quelques garanties pour le contribuable, parce qu'il y a le droit du contribuable. Oui. Alors, la loi, le législateur, a assorti le fait de lever le secret bancaire par 2 conditions. D'abord, aller devant le juge et demander une autorisation pour le faire, Ce qui est logique. et uniquement dans le cas de ce qu'on appelle une vérification approfondie. Alors, qu'est-ce que cela signifie, la vérification approfondie? Cela signifie que cette vérification approfondie signifie que lorsque l'administration fiscale, devant des présomptions très importantes que vous n'avez pas donc divulgué toutes les sources de revenus que vous avez, vous soumet à une vérification d'abord sommaire, à vous dire écoutez, allez, donnez-moi vos comptes. Et là, elle trouve par exemple que vous avez 2 comptes que vous avez déclarés et 2 autres que vous n'avez pas déclarés. Ah, là, elle passe. Donc la loi l'y autorise, elle passe à une vérification approfondie. C'est-à-dire elle va essayer de fouiner encore plus par la loi. Oui. Et là, elle demande au juge l'autorisation donc d'accéder au compte, uniquement donc dans le cadre de cette vérification approfondie, et bien entendu, donc le juge lui donne cette possibilité-là. Avec la loi de finances, donc le projet de loi de finances 2007, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Eh bien l'administration, le gouvernement, a demandé que la case juge soit abolie. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'administration fiscale, AFEF, passera directement dans les comptes, voilà, sans passer par le juge. Oui. C'est ce qui va essayer donc de nous faire comprendre M. Mohamed Salah Hayari, le conseiller fiscal, et l'enseignant universitaire qui est au bout du téléphone, je suppose, AFEF. Oui, il est avec nous. Bonjour monsieur et bienvenue sur les ondes de la chaîne Inter. Bonjour, bonjour. Alors, M. Mohamed Salah Hayari, par rapport à cette polémique du secret bancaire, vous avez entendu sûrement comme nous que l'article a été refusé en commission. Qu'est-ce que ce refus vous appréhende, vous inspire par rapport donc à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée des représentants du peuple? Bien, alors tout simplement, je peux dire clairement que le fait de ne pas modifier l'article 17 du Code des droits et procédures fiscaux et de donner la possibilité au service de contrôle fiscal d'aller directement demander l'information et connaître le nombre de comptes et le contenu de ces comptes, ce sera une étape supplémentaire. Ce sera une étape superficielle. Ce sera une étape qui n'a aucune importance d'aller demander une ordonnance judiciaire auprès des tribunaux compétents. Et j'explique pourquoi. Parce que lorsque l'entreprise est mise en vérification fiscale approfondie, l'administration fiscale exige dans une première étape et par écrit de lui présenter les relevés bancaires. Bien sûr, la raison est très claire, c'est pour appréhender d'une façon ou d'une autre tous les montants qui ont été versés dans le compte bancaire du contribuable, que ce soit personne physique ou personne morale. Alors, dans un délai de 2 jours, ici le contribuable ne répond pas à cette demande par écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire il a quelque chose à cacher. Oui. Il a quelque chose à ne pas montrer au fisc. Autrement dit, il a la tendance de frauder le fisc. C'est clair. C'est lui qui travaille dans la transparence. Parce qu'au niveau de la comptabilité, qui doit être tenue conformément à la législation comptable des entreprises, toute entreprise, au niveau de société ou individuelle, est tenue de présenter tous les relevés bancaires. Dans ce cas et uniquement dans ce cas. Donc, vérification approfondie, après avoir fait une demande
à l'intéressé pour lui donner ces informations-là. Si jamais il y a un refus quelconque, les services de l'administration fiscale, d'après l'article 17 du Code des droits et procédures fiscaux, tel que a été modifié, vous l'avez bien précisé, dans le cadre de la loi des finances complémentaires pour l'année 2014, elle fait recours au juge pour avoir cette ordonnance judiciaire. Pourquoi ma position a été toujours claire à ce niveau-là, pour dire que c'est une étape superficielle qui n'a aucune importance et qui ne va pas ajouter quoi que ce soit à l'opération de vérification fiscale. Parce que le juge, en réalité, ne dispose pas de toutes les informations requises pour se prononcer sur la demande qui va lui être présentée par les services de contrôle fiscal pour dire oui, je donne cette ordonnance judiciaire ou non. Il n'a pas, en fait, tous les moyens à sa disposition et il n'a pas le dossier fiscal du contribuable. Donc pratiquement, si Mohamed Salah, c'est une procédure formelle, on va dire. C'est une procédure formelle, exactement. Et puis on donne au juge une durée de 72 heures. Est-ce que cette durée de 72 heures va permettre réellement au juge, si jamais il va approfondir la question pour voir le pour et le contre, il n'a ni dossier, ni information, ni données, ni rien du tout. Et puis on va l'accabler pour donner cette ordonnance judiciaire dans un délai de 72 heures. Vous voyez que on navigue à contre-courant parce qu'en réalité, si on veut vraiment lutter contre la fraude fiscale, il aurait fallu de faciliter la tâche au service de contrôle fiscal parce que dans tous les cas de figure, les garanties nécessaires sont prévues par le Code des droits et Justement, c'est Mohamed Salah Ayari, laissez-moi interagir avec vous par rapport aux garanties. Alors, certains, on va revenir sur la position des partis, si vous permettez, tout à l'heure, mais certains estiment qu'à la rédaction actuelle donc, de l'article 37, il fait ressortir que réellement, la garantie, s'agissant de la vérification sommaire pour le contribuable, sera complètement détruite avec l'article 37. Je m'explique. Certains estiment que le fait que le secret, la levée du secret bancaire soit effective, comme c'est indiqué dans l'article 37 du projet de la loi de finances aujourd'hui, eh ben, on va essayer de muter, les conditions draconiennes de la vérification approfondie pour la vérification sommaire. Et conséquemment, les droits du contribuable vont être bafoués. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? En tout cas, la réponse est claire, Sianis. Parce que si on revient à l'article 15 du Code des droits et procédures fiscaux, on trouve clairement les obligations du respect du secret professionnel fiscal. C'est-à-dire, toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le recouvrement, le contrôle ou le contentieux de l'impôt est tenu à l'obligation du respect du secret professionnel. Sinon, il y a un délit de 2 ans et demi de prison ferme. Et ce délit a été aggravé par l'article 102 du même Code des droits et procédures fiscaux, parce qu'il renvoie à l'article 254 du Code pénal. Tout à fait. Et on a ajouté, dans le cadre de la loi des finances pour l'année 2016, que la sanction est multipliée par 5 en cas de divulgation d'informations obtenues dans le cadre de l'article 17 dont nous avons parlé tout à l'heure et que concerne la levée du secret professionnel. Laissez-moi aussi clarifier une chose très importante. C'est que la levée du secret professionnel a été décidée. C'est-à-dire les services de contrôle fiscal ont le droit d'avoir des informations nécessaires sur les contenus des comptes. Seulement avec cette condition supplémentaire, il faut attendre l'ordonnance judiciaire. Donc, en réalité, ce n'est pas exactement ça la tendance qui a été adoptée au niveau de la réforme fiscale, parce que nous avons dit clairement, si on veut que demain, tout le monde participe activement à l'effort fiscal, il faut lever le secret bancaire pour permettre au service de contrôle fiscal d'avoir toutes les informations nécessaires qui vont lui permettre à ces agents-là et aux vérificateurs de travailler dans des conditions favorables et de recouvrer les recettes fiscales nécessaires si jamais on constate qu'il y a une entreprise qui est en train ou qui essaie de détourner la loi et de frauder le fisc.
D'accord. C'est Mohamed Salah Ayari, je voudrais évoquer avec vous un autre sujet qui me paraît très intéressant aussi, c'est le fait que l'administration fiscale ait inséré ce texte-là pour se conformer à la législation internationale du fait que la Tunisie a signé les accords donc FATCA ou le FATCA, le Foreign Account Tax Compliance Act, qui est un dispositif légal américain adopté en mars 2010, qui est à portée extraterritoriale et dont l'objet est le contrôle de cohérence entre déclaration donc, de revenus des contribuables américains et déclaration de revenus à avoir à l'étranger de ces mêmes contribuables-là. Donc finalement, ça n'émane pas d'une volonté du gouvernement tunisien de vouloir peut-être combattre la fraude, mais c'est une injonction, permettez-moi l'expression, des instances internationales, notamment des États-Unis, pour lutter contre la fraude fiscale. C'est une question très très pertinente parce que ça va nous permettre de clarifier que ce qui a été prévu par le même article 17 du Code des droits et procédures fiscaux oblige les agents d'administration fiscale de donner toutes ces informations-là. Si jamais il y a un autre État qui va demander les informations à l'État tunisien, abstraction faite de la condition dont nous avons parlé tout à l'heure et qui concerne donc l'autorisation du juge ou bien l'ordonnance judiciaire. L'article dit clairement que le droit de communication qui a été prévu un peu plus haut concernant les contribuables tunisiens est appliqué nonobstant les conditions exigibles et prévues par le même article 17 à toute demande d'information émanant de pays étrangers dans le cadre de l'application des conventions internationales relatives aux échanges de renseignements et à l'assistance administrative en matière fiscale. Vous voyez que, en fait, si jamais il va y avoir une demande provenant d'un autre pays étranger, étant donné que la Tunisie a signé des conventions qui obligent notre pays à donner ces informations. Dans ce cas, il n'y a même pas la possibilité de s'orienter ou bien de demander au juge une ordonnance judiciaire. Donc nous sommes obligés de donner l'information directement du fait que la Tunisie a signé déjà ces conventions internationales. Alors, pourquoi ne pas appliquer la même disposition pour les contribuables tunisiens qui ont mis en vérification fiscale, et non pas dans tous les cas de figure, primo, et secondo, après avoir demandé le relevé bancaire, et on donne un délai de 10 jours à l'intéressé, et il ne répond pas à l'appel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a encore des gens qui veulent continuer à frauder le fisc. Et si on veut vraiment lutter contre la fraude fiscale, la dernière fois, je vous ai donné les chiffres, parce que d'après le projet de la loi des finances pour l'année 2017, les recettes fiscales sont estimées à 21 700 millions de dinars. La fraude fiscale aujourd'hui tourne autour de 50%. Donc à peu près 10 500 millions de dinars. Si on va continuer sur cette lancée, on ne doit pas espérer à recouvrer vraiment les recettes fiscales nécessaires et on ne va pas juguler la fraude fiscale et on ne va pas instaurer une vraie équité fiscale parce que le gros aujourd'hui de l'impôt est supporté par les salariés à travers et par le biais de la retenue à la source. Oui, c'est Mohamed Salah Ayari. Certains observateurs également estiment que s'ils sont en faveur de la levée du secret bancaire, force est de constater que ce n'est pas le timing selon eux, tout simplement parce que la Banque centrale aujourd'hui est en train d'injecter des sommes très très importantes à cause du manque de liquidité dans les banques tunisiennes, et le fait de s'attaquer au circuit formel, parce que lorsqu'on parle de secret bancaire, on parle essentiellement de ce circuit donc formel, ce genre de mesures risque justement le détournement d'argent, risque que les contribuables mettent leur argent donc sous le matelas, dans le matelas ou ailleurs que dans des banques. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Permettez-moi de vous dire que c'est un faux problème. Parce que la levée du secret bancaire a été déjà décidée. Donc, qu'est-ce qui va ajouter, qu'est-ce qui va changer? Uniquement ce délai supplémentaire, cette condition formelle dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est de s'orienter vers le juge pour demander une ordonnance judiciaire, c'est tout. Mais la décision de la levée du secret bancaire a été déjà prise dans le cadre de la loi des finances complémentaires pour l'année 2014.
Oui. Autre remarque peut-être par rapport à la levée du secret bancaire. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont refusé cet article en commission ne disent pas être donc catégoriquement contre la levée du secret bancaire, mais estiment que des amendements vont être décidés pour essayer donc, allez on va dire, d'accompagner la rigueur de la levée du secret bancaire telle qu'elle a été décidée dans l'article 37 du projet de loi de finances pour 2017. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En tout cas, au niveau de l'administration fiscale, et suite à une vérification fiscale, les sanctions sont prévues par le Code des droits et procédures fiscaux. La première des choses, c'est que les services de contrôle fiscal, si jamais, voilà une chose importante qu'on oublie en quelque sorte, si jamais le contribuable mis en vérification fiscale approfondie refuse de présenter les relevés bancaires pour connaître le contenu des comptes bancaires, les services de contrôle fiscal sont autorisés à refuser la comptabilité qui est tenue conformément à la législation comptable des entreprises. Et dans ce cas-là, ils vont travailler sur une autre base connue par une vérification extra-comptable. Et lorsqu'on se base sur cette méthode, à savoir une vérification extra-comptable, c'est que l'administration fiscale va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition et va utiliser tous les recoupements pour adopter et pour appliquer des taux de marge bruts et nets, je peux dire, à sa guise. C'est-à-dire, excusez-moi, si Mohamed Salah, vous parlez donc de la vérification extra-comptable, notamment en matière des éléments de train de vie. Même en cas de vérification approfondie, abstraction faite des éléments de train de vie qui s'appliquent uniquement aux personnes physiques. Et dans ce cas, bien sûr, l'administration fiscale doit les appliquer. Les fameux articles 42 et 43 du Code de l'IRBP et de l'IS, les éléments de train de vie et l'accroissement du patrimoine. Mais pour les personnes morales, elle va utiliser tous les moyens. Elle va contacter tous les fournisseurs. Elle va contacter tous les clients. Elle est autorisée à faire ça par la loi. Et par la suite, elle va appliquer des taux de marge exorbitants dans certains cas. Et je suis conseiller fiscal et je sais de quoi je parle. Donc moi, je préfère que les services de contrôle se basent sur une comptabilité qui reflète la réalité et qui permet en fait à l'entreprise de vérifier, de pouvoir se défendre même devant le tribunal sur la base de cette comptabilité. Une fois qu'elle est refusée, je vous assure, ce sera un saut dans l'inconnu et l'administration fiscale va avoir les mains libres pour appliquer les taux de marge qu'elle applique généralement, entre guillemets, à tort et à travers dans certains cas. Et je terminerai cette intervention avec vous, si Mohamed Salah Ayari, par cette décision, le communiqué donc, du Conseil de la Shura du parti Nahda qui a proposé hier, donc dans son communiqué, d'entreprendre cette démarche exclusivement pour les hommes politiques et les hommes d'affaires actifs dans la vie publique. Je dirais un critère qui est bateau, un critère bateau très vague et c'est peut-être le moyen qu'a utilisé Nahda pour ménager donc je dirais les deux tendances vu que d'une part elle a été critiquée parce qu'elle n'a pas voté donc le secret, la levée du secret bancaire et d'autre part elle estime combattre donc la fraude et l'évasion fiscale. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je termine juste par une idée. En 2014, lorsqu'on a adopté la levée du secret bancaire, c'était le parti Nahda qui a exigé en fait cette condition supplémentaire de faire recours au juge. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un parti, quelle que soit sa position et quel que soit son rang et quelle que soit son importance, s'il défend toujours cette condition formelle, c'est qu'il a l'intention de défendre les intérêts de certains hommes d'affaires corrompus et certaines entreprises qui ne veulent pas réellement jouer la transparence. Voilà, oui. Ce sont des propos qui vous engagent aussi, Mohamed Salah. C'est tout à fait normal, c'est Anis. Oui. Voilà, merci beaucoup, c'est Mohamed Salah Ayari, le conseiller fiscal et l'enseignant universitaire. Merci pour toutes ces clarifications par rapport donc à la levée du secret bancaire. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, excellente journée. Et ben voilà, toutes les questions ont été posées.
Bah, Et on a j'espère. reçu des réponses claires. Juste avant de terminer, Rafef, si vous voulez les noms de ceux des élus qui ont voté pour, contre ou se sont abstenus par rapport à cet article 37, donc le vendredi dernier. Alors les élus qui ont voté contre de Nahda, c'est Mohamed Ben Salem, Mouaz Belhaj Houma, Slim Besbes, Semi Fatnassi, Hedi Ben Brahim, donc s'agissant du parti Nahda, Mohamed Fadel Ben Omran, l'ex-président du bloc parlementaire Nidé Tounes, Chekib Bani ont voté donc contre. Ceux qui se sont abstenus sont essentiellement ceux d'Al Hurra, donc le bloc Al Hurra, Leila Hamrouni, Abdelraouf El Maï, et puis ceux qui ont voté pour que cet article soit adopté. Mounjir Rahwi, le président de la commission de finances au sein de l'Assemblée, Semia Abou de Tayar Démocratie, Tariq Leftiti de l'UPL. Voilà. Merci beaucoup, Enis. On se retrouve mercredi. Mercredi prochain, et on va continuer donc avec le projet de loi de finances. On va recevoir Madame Lobna Jribi, la présidente du think tank Solidar Tunisie, qui viennent donc de publier des propositions très intéressantes s'agissant du projet de loi de finances. On va revenir avec Madame Jribi sur toutes ces considérations-là. Voilà, merci beaucoup, Enis. On Merci se retrouve à vous. mercredi, toujours dans le vif du sujet. Dans quelques instants, je vous laisse avec Donia Cheouch dans le vrai du faux, et puis les suites de nos programmes. Notre matinale continue jusqu'à 9h30. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Sur RTT.